s'exprimera à 17 h, 16 h 30. En tout cas, on sait déjà qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'on soit très entendu et qu'on ait des réponses à nos questions. Le mouvement qu'on vit là, c'est un mouvement qui est profond. Et ça ne s'est pas décidé hier matin ou avant-hier matin. C'est quelque chose qui est ancré et vous vivez et on le vit tous au quotidien depuis des mois, voire des années. Donc vraiment, c'était important qu'on puisse être là et de faire aussi cette démonstration de force à Paris comme on le fait là. L'idée c'est pas de bloquer Paris, vous l'avez compris, on est très loin de Paris. L'idée c'est de faire un premier avertissement au gouvernement pour dire qu'en fait, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on est, c'est simple, hein. C'est le sujet du GNR. En fait aujourd'hui, comment vous expliquer à des agriculteurs qu'il faut effectivement être dans une notion de transition, mais que en fait on ne met pas autre chose que du gasoil ou du GNR dans des tracteurs. Il n'y a pas de solution, électrique, il n'y a pas de solution hydrogène. En tout cas aujourd'hui c'est vécu comme une taxe supplémentaire. Il y a la question des normes en fait, hein, et on les vit ici sur ce territoire là, la question de la RPD, des ZNT, enfin une multitude de surtranspositions au niveau européen. Donc en fait ça aussi la FNSEA le demande parmi 140 mesures, hein. Donc en fait on demande quand même beaucoup de choses. Et puis il y a la question de la dignité, retrouver un peu de sens dans notre métier. Aujourd'hui la relation avec les uns et les autres, nos riverains est devenue un peu compliquée. Donc il y a tous ces sujets qui sont sur la table. Nous en Ile-de-France on porte ces deux sujets-là, donc le GNR, la surtransposition des normes, mais on porte aussi la question de l'OFB. On demande la suppression pure et simple de l'OFB. Là je dois quitter, on n'a pas le temps de parler à tout le monde, mais puisqu'en fait Gérard Larcher, le président du Sénat, se rend à Saint-Arnoux. Et en fait, on va essayer de porter avec lui ce message-là, puisqu'en fait, il y a une PPL, une proposition de loi du Sénat avec un sénateur qui s'appelle Duplon, qui porte la suppression de l'OFB, parce qu'en fait, vous avez un préfet en département qui a la main sur sa gendarmerie, qui a la main sur sa police, mais il n'a pas la main sur sa police de l'environnement. Donc en fait, on marche un peu sur la tête. Donc il y a une multitude de revendications, et donc l'idée, c'est d'attendre ce soir ce qui sera dit. Et si ça ne va pas, eh bien en fait, on reviendra lundi, mardi, et jusqu'à temps que en fait, le monde agricole soit pris un petit peu au sérieux par rapport à tout ce qui se passe depuis trop longtemps. Voilà, bon, je ne veux pas être beaucoup plus long, on pourrait parler très longtemps. En tout cas, prenez votre temps, tenez le choc. On est là pour représenter chaque spécificité, hein. Je vois Stéphane Bénard qui arrive, qui représente la filière bio. Enfin, je veux dire, on est chacun dans nos systèmes. Donc en fait, véritablement, il faut porter l'ensemble des revendications qui sont les nôtres, et qu'on puisse finalement retrouver un peu de perspective que le monde agricole a perdu depuis longtemps. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre, hein. De toute façon, Nicolas, Thierry, enfin vos responsables ici localement sont en capacité de vous répondre et de vous tenir au courant. Voilà, donc comment ça va se passer? Vous allez vous installer. L'idée c'est qu'on puisse s'adresser à vous, dire un petit peu quelles sont les revendications. Vous voyez la popularité du mouvement. En fait, c'est un mouvement. À hier soir, c'était 87% des Français qui étaient en faveur de ce mouvement. Donc l'idée, c'est pas de tout bloquer. L'idée, c'est pas de... À Paris, c'est déjà la merde sans qu'il y ait un tracteur sur l'autoroute. Donc en fait, si vous mettez et qu'on se met à tout bloquer, si vous voulez, en fait, ça va être congestionné. Et le risque, c'est qu'en fait, qu'on perde de la crédibilité dans notre mouvement. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on est là, qu'on est capable de se mobiliser, que c'est pas qu'une histoire d'anciens qui ont 65 ans, c'est aussi la relève de ce que seront nos agriculteurs demain, et vous êtes beaucoup des jeunes là autour de moi. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut porter. Et en fait, les plus anciens, soyez-en assurés, se battent pour le défi générationnel qu'on a face à nous, parce qu'en fait, toutes les décisions qui sont prises dans ce pays depuis trop longtemps conduisent à importer toujours plus de notre alimentation et nous forcent à moins produire. Vous avez vu ces dispositions européennes, on s'est mis à faire 4% de jachère sur chacune de nos entreprises, alors que la France importe toujours plus de son alimentation. Et ce qu'on importe ne respecte pas les standards qu'on nous impose à nous. Vous voyez la grande difficulté de la filière bio, tu peux venir là Stéphane, de la filière bio aujourd'hui. On a emmené des agriculteurs dans cette filière, ouais. Et en fait aujourd'hui, on a un grand nombre de nos concitoyens qui, par difficulté aussi, on peut le comprendre, se détournent de cette filière, et ça met des pans entiers de l'économie de notre agriculture, et ici aussi en région de France, à l'épreuve et dans la difficulté. Donc voilà, moi je ne vais pas en rajouter, il faut vraiment que je me sauve. Je vous demande de rester sérieux et de respecter les consignes qui vous seront données. L'idée, encore une fois, c'est un premier coup, c'est un avertissement.
forcément, nous on est paysans en Ile-de-France, donc on porte une responsabilité particulière sur Paris. L'idée, c'est pas d'aller, encore une fois, bloquer Paris, mais c'est de dire on est là et on est FNSEA-JA dans le mouvement. Dernière chose, ce soir, vous sera posé la question de savoir ce que vous faites. Moi, en responsabilité au titre de ma présidence de la FDSEA Île-de-France, jeudi c'est 14h minuit. Après, moi j'ai toujours été à l'écoute de mes agriculteurs. Ma raison de vivre, ma raison d'être, plutôt, c'est d'être à votre écoute. Si vous décidez, et Nicolas Galpin, Thierry et ceux qui sont en responsabilité ici décideront ensemble de savoir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, vous prendrez vos décisions, mais en tout cas les consignes du départ, c'est 14h minuit. C'est encore une fois, je leur dis, c'est un avertissement et il ne faut pas exclure qu'on doive ce soir finalement se remobiliser parce que des premiers échos qu'on a de Gabriel Attal, du gouvernement, c'est qu'en fait, je ne sais pas s'il y a un fonctionnaire autour de lui qui a compris quel était le problème agricole aujourd'hui qui se pose. Donc en fait, les premiers échos qu'on a ne sont absolument pas rassurants. Voilà, ne perdez pas le moral, je pense que tout est prévu pour vous pour tenir le siège. On va attendre que voilà, les voilà qui arrivent dans l'autre sens, c'est super. En tout cas, soyez le relais de ce que je peux dire. Thierry, Nicolas nous a quittés parce qu'en fait, c'est toujours les moments d'installation. Mais encore une fois, l'Île-de-France, c'est un peu grand. Quand il faut être au même moment à Saint-Arnoux, à Buchelay, sur la 1 là-haut, à la 16 et la 15 au nord de Paris ou sur ici la 6, c'est pour moi difficile. Donc, je vous laisse entre de bonnes mains. Bon courage. Peut-être que je repasserai ce soir parce que moi je suis quand même à l'étendre, donc je suis pas très loin, mais je compte sur vous. Le mouvement agricole en fait qui est parti en France a maintenant presque 8 jours. Effectivement, nous on porte une responsabilité particulière en Ile-de-France parce qu'on est capable de tout bloquer du jour au lendemain. Donc là l'idée c'est pas d'aller emmerder les Franciliens, d'aller emmerder les Français. En fait vous avez 12 millions de citoyens en France et à un moment donné si vous avez 12 millions de concitoyens en Ile-de-France et si on se met à bloquer toutes les routes, ça va vite devenir ingérable. Donc l'idée, c'est effectivement de lancer un premier avertissement, un coup de semonce. Donc l'objectif, c'est de porter, nous aussi, ici, en région Île-de-France, les problématiques des paysans. En fait, la problématique ici, elle est profondément différente des autres territoires, mais au final, si vous voulez, il y a un sentiment de déclassement, un sentiment de perte de dignité dans le métier, une perte de sens. Les agriculteurs, quels qu'ils soient, du sud, du nord, de l'ouest, en fait, ne savent plus ce qu'on attend d'eux. Et le problème, le malaise, il est celui-là aujourd'hui en France. Donc si vous voulez, il faut que des mesures extrêmement concrètes, ce que le gouvernement ne sait pas faire. À un moment donné, comment on sait répondre à une mobilisation de cette ampleur-là? En fait, en 8 jours, on aurait déjà dû avoir, si vous voulez, un début de réponse. Aujourd'hui, vous n'avez des réponses sur rien. Donc Gabriel Attal va effectivement s'exprimer ce soir. On attend des choses simples. On attend que sur le GNR, qui a été un peu l'élément qui a crispé ce mouvement, ou en fait, on attend qu'on revienne très clairement sur ces dispositions-là. En tout cas, qu'on ait un message extrêmement clair vis-à-vis des agriculteurs et qui soit compréhensible. Sur le GNR, on a effectivement la nécessité de revenir sur un certain nombre de normes. Les ZNT, les zones de non-traitement, une multitude de surtranspositions françaises, franco-françaises, c'est-à-dire on a finalement en France le don de laver plus blanc que blanc, vous avez la norme européenne et la France systématiquement en remet une couche et ça devient impossible pour les agriculteurs parce qu'en fait il n'y a plus d'équation économique possible. Si jamais c'est le cas, Ah mais de toute façon, nous ici on attend de notre centrale nationale FNSEA-JA que si les attentes ne sont pas au rendez-vous, on monte d'un cran. Donc aujourd'hui on est là, vous voyez l'idée c'est pas d'aller bloquer Paris, mais s'il faut aller dans Paris, on ira dans Paris. Enfin je veux dire il y a 18 chemins pour monter à Paris et on ira. Mais en fait le problème c'est que vous avez déjà des gens de l'Oise, de Lyon, enfin, les gens font mouvement, l'Aube fait déjà mouvement vers Paris. Donc de toute façon, soit ce soir on prend les choses avec raison et on fait comprendre à l'opinion que ce gouvernement et aux agriculteurs que ce gouvernement a changé de logiciel sur tout un tas de sujets, soit c'est pas le cas et en fait le mouvement, nous-mêmes on sera dans l'incapacité de le stopper. Est-ce que vous accepteriez de rentrer dans une phase de négociation longue à partir d'aujourd'hui ou de demain et de rentrer dans vos fermes en attendant que cette négociation se déroule? En fait la question est intéressante. En fait si vous voulez quand vous êtes responsable syndical et qu'on vous a méprisé pendant des années, méprisé les corps intermédiaires,
moi d'une part, j'ai pas intérêt à ce qu'en fait il y ait une agglomération du mouvement avec des gens qui voudraient se raccrocher à ça. On reste sur des préoccupations agricoles. Votre question, c'est de savoir si on est d'accord, si on est capable d'attendre. En fait, pour faire rentrer des agriculteurs chez eux, il faut que le message soit extrêmement clair, extrêmement compris, donc sur des mesures d'urgence. Sur des mesures d'urgence. Dès aujourd'hui, il faut des mesures d'urgence qui soient entendues et comprises des agriculteurs. Dans un deuxième temps, de par mes responsabilités, on peut comprendre qu'en fait il faille du temps pour obtenir des sujets sur Bruxelles, des engagements, qu'il y ait du temps pour travailler dans le cadre de la loi que le ministre Fesneau a mis de côté. Donc, et ça, on comprend qu'il puisse y avoir une temporalité. Mais si vous voulez, on ne va pas se satisfaire de petites phrases comme Macron nous sert depuis trop longtemps. Hein, on ne va pas se satisfaire à la veille du salon des petites phrases et de la photo avec la vache devant l'entrée du salon. Ça, c'est ce que les agriculteurs n'en peuvent plus. Et en fait, si ce mouvement est là aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a été traité de la sorte. Alors tout à l'heure, vous avez dit que vos agriculteurs, encore un dernier mot, vous avez dit à vos agriculteurs que selon vous, les réponses seraient faibles ce soir de Gabriel Attal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais parce qu'en fait, on n'a aucune notion, enfin aucun signe qui nous fait dire qu'en fait les choses vont dans le bon sens. Vous savez, le travail se fait finalement entre la FNSEA et les syndicats et ce gouvernement. Mais en fait, je pense que dans ce gouvernement, personne n'a pris la mesure de la crise politique qui est en train de se jouer en France aujourd'hui. Personne. On n'a que des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et ça, c'est extrêmement violent pour nous qui vivons au quotidien. En fait, c'est facile de pondre une norme dans un burlingue à Paris et de demander à un paysan de l'appliquer alors que c'est inapplicable parce que lui, son bureau, c'est à ciel ouvert. Mais c'est ça. En fait, nous, on demande du bon sens. On n'est pas contre toute forme de réforme et toute notion de progrès. Mais en fait, il faut que ce soit possible. Et aujourd'hui, ce qui est décidé depuis trop longtemps en France devient impossible à mettre en place, qu'on soit un éleveur, un céréalier ici ou un producteur spécialisé qui fait du maraîchage, etc. Donc en fait, il faut remettre du sens, du bon sens dans les décisions qu'on prend. Ça, c'est tout du travail. Donc maintenant, on est à vos côtés, première des choses. Vous le faites en responsabilité, vous y êtes. Troisièmement, il ne suffira pas de mots, il faut des actes. Et des actes concrets, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Et puis, il ne faut pas un double langage à Bruxelles. Quand vous êtes, pardonnez-moi, sur les IDE, à demander, IED, quand vous êtes à demander 21 000 et quelques poules chez nous, alors qu'on sait que ça vient d'Ukraine et du Brésil, on des unités de centaines de milliers, eh ben, on a un sujet. Et le président, il y a un vrai sujet aussi. Et puis il y a la ferme Mercosur,
Oui, il y a Et l'Ukraine. et l'Ukraine, aujourd'hui, le monde agricole est en train de porter l'effort de guerre. Quand on voit les quantités de nourriture qui arrivent d'Ukraine, Les Polonais pour ont arriver envoyé à... des messages très clairs. Ben oui, on soutient l'économie ukrainienne en fait par des importations de produits agricoles et ce sont nos propres agriculteurs qui sont en train de soutenir l'effort de guerre. Sans qu'il y ait de régulation. On peut l'imaginer. Là, on a besoin aussi de vous pour que vous pesiez aussi à Bruxelles, parce que vous avez aussi cette possibilité-là, effectivement, on puisse remettre des contingents sur ce qui se passe entre l'Ukraine et l'Europe. Aujourd'hui, on a multiplié par 20 les importations ukrainiennes sur l'Europe. Les cours des céréales n'ont jamais été aussi bas. Donc il y a besoin d'un effort de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, bien évidemment, mais pas à n'importe quel prix. Donc il y a des choses de cohérence à retrouver. Les discussions ont lieu en ce moment à Bruxelles. Et puis il y a quand même l'affaire de Nouvelle-Zélande. Ça s'est passé dans le dos des départements nationaux. Et le Mercosur. Quand hier, le vice-président de la Commission annonce qu'il est prêt d'un accord sur le Mercosur, sans réciprocité de qualité, je vous rappelle que le Sénat, à l'unanimité, a voté Président. il y a 15 jours. Président. Le monde de l'élevage en France ne pourra entendre qu'on signe ces accords. Oui. En fait, dans le moment qu'on vit là en France, C'est aussi un message. inenvisageable. On n'est pas Je dans vous le une dis. zone Non, mais majoritairement nous, d'élevage. mais à la FNSE, on défend toutes les plantes. Oui, je sais. Hein, moi, je vous dis que le monde de l'élevage ne pourra supporter la signature de ces accords-là. Donc en fait, il ne faut pas venir nous raconter une petite musique ce soir qui consiste à nous brosser dans le bon sens du poil pour aller signer demain matin des accords du Mercosur, je ne sais pas trop lesquels. Hein. Donc en fait, il n'y aurait rien de plus terrible pour notre pays que de donner un espoir, je termine, pour de donner un espoir de sortir ce soir, que dans 3 jours, on se retrouve avec la signature de ce truc-là. Hein. Je vous le livre. Je vous apporte là la détresse des agriculteurs français. Et je m'adresse au président du Sénat, là, qui est quand même aussi le garant de nos institutions. En fait, vous savez, nous, on se bat ici pour que nos revendications, elles restent agricoles. Mais je vous le redis, je ne sais pas combien de temps nous durerons. Et combien de temps, on pourra tenir. Donc en fait, je pense qu'on fait preuve quand même aujourd'hui au sein du gouvernement d'un peu de faiblesse. Hein. On aurait dû peut-être en être un peu plus avancé sur les revendications et sur les problématiques des paysans au moment où on se parle là. Donc chaque heure qui passe, c'est même plus une question de jour. La situation s'envenime. Et voilà, et nous, on ne sait plus comment le dire. Donc vraiment, sur ces histoires d'élevage, il faut vraiment être prudent. En fait, on ne peut pas envoyer le signe à des éleveurs en leur disant il faut décapitaliser, il faut qu'il y ait moins d'animaux, il faut produire moins. Enfin, c'est pas aux vétérinaires que vous êtes voilà, qui fait Et en ça. même temps, on demande dans mon département natal de ressemer de l'herbe dans des endroits où il y a plus d'animaux. Monsieur, la situation justement, elle s'envenime à Gabriel Attal qui va parler cet après-midi. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces annonces? Il faut des annonces concrètes. Il faut des annonces qui soient précises et il faut la loi d'orientation agricole, fort heureusement, parce qu'elle n'était qu'une loi de transmission. Elle n'était pas une loi d'orientation agricole. Nous l'avions dit à Marc Fesneau, nous lui avions dit de reprendre ce que nous avions voté au Sénat comme un des éléments, la compétitivité de la ferme France. Il faut savoir si on veut de la souveraineté alimentaire. Nous sommes des acteurs de la souveraineté alimentaire. C'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne connais pas un monde agricole qui refuse de ne pas prendre sa part de la transition environnementale et écologique. Mais tout pèse sur eux aujourd'hui, tout pèse sur eux. Quand vous voyez l'affaire de l'eau, il faut considérer l'eau dont a besoin l'agriculture comme l'eau alimentaire. Et non pas comme la 5e roue du carrosse. Est-ce que vous pensez que c'est tout ça qui va être annoncé cet après-midi? Je ne sais pas si c'est la totalité de tout ça. Moi, je me suis entretenu avec le Premier ministre. Je lui ai dit que c'était important. Je me suis entretenu avant la conférence des présidents qui avait lieu au Sénat mercredi soir. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas sous-estimer ce qui se passait et que ça n'était pas une colère temporaire. C'était quelque chose de fond. Qu'est-ce qu'il faut attendre en priorité de lui? Qu'ils prennent la mesure des choses et qu'ils soient attentifs au monde agricole et qu'on arrête d'avoir une approche schizophrénique. À Paris, on vous dit qu'on est attentif à l'agriculture et puis à Bruxelles, y compris, pardonnez-moi de faire un tout petit peu de politique, c'est aussi mon métier. Vous avez des députés européens Renaissance qui votent l'inverse de ce que sont les engagements pris à Paris. Alors j'ai envie que Paris prenne la main, que Paris écoute les agriculteurs. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, il s'agit tout simplement de dire que nous avons besoin de compétitivité, nous avons besoin de souveraineté alimentaire et qu'on ne le fera pas. Imaginez, moi, l'Ornais, né dans le bocage, dans le monde laitier,
que dans 3 ans, nous serons importateurs de lait. Et de lait qui viendront d'endroits où il n'y aura pas, j'allais dire, le même contrôle de l'antibiothérapie, des produits qui sont apportés. Ben, c'est quelque part quelque chose, j'allais dire, d'inadmissible. Vous parlez de décision de la part de Paris, c'est parce qu'il y a une fracture avec la province? Non, quand je dis Paris, c'est le gouvernement. Hein? Écoutez, c'est le moment de se reconnecter. Vous changez d'attitude tout de suite, vous ne faites pas poser cette caméra sur ma tête, ça commence à bien. Et bah, vous avez besoin de filer, mais vous... très attentif, parce que l'agriculture est structurante du territoire. Le territoire, ça n'est pas que l'agriculture. Mais s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a pas de territoire. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est la nécessaire attention. Il faut qu'on arrête la verticalité dans les décisions. C'est loin de nos régions, mais vous avez un exemple concret. L'arrêt du pastoralisme dans un certain nombre de régions fait qu'aujourd'hui, on achète des canadaires pour éteindre les incendies parce que c'est plus pâturé. Et donc, à un moment donné, de regarder l'agriculture uniquement par la lorgnette de production environnementale, c'est pas possible. À un moment donné, on a besoin d'agriculture sur les territoires pour les entretenir, pour les faire vivre. La question du stockage de l'eau, je l'ai évoqué rapidement. Comment on peut dire à des agriculteurs qu'on ne peut pas pousser une plante sans eau? Donc à un moment donné, il faut être en capacité de la stocker pour pouvoir l'utiliser. 3DS, décentralisation, différenciation, de faire que ce soit les préfets qui la maîtrisent. On n'a pas été assez loin. Je le dis dans ce texte, on n'a pas été assez loin. Il faut que la police revienne, comme le disait le secrétaire général des chambres d'agriculture, qui appartient aujourd'hui au préfet, l'autorité sur les gendarmes, sur les policiers. Ben, il faut qu'il y ait une autorité sur l'Office français de la biodiversité. Je sais, et mon ami Laurent Duplon, lui, pense qu'il faut revenir à la situation antérieure. Et nous, on compte sur le Sénat. Et de toute façon, attendez, le Sénat est en train de faire une procédure de contrôle, dans le cadre d'ailleurs de la commission en charge du développement durable, conscient que les choses et vous savez, on a tous des exemples. Je ne sais même pas parler d'Orsemont qui a la tête à l'envers dans ses panneaux actuellement. Nous avons vu comment les choses se passaient. Je pourrais vous raconter tout ma vie. Hein, ouais. Donc, je connais la vie. Donc, ça, c'est un sujet. Et vous avez le président Thirouin tout dans la poche. Voilà. Vous avez du 24 janvier une proposition de loi tendant à répondre à la crise agricole. Ah, c'est pas le seul connaisseur, un des meilleurs connaisseurs du Sénat. Il est un des vôtres, il est éleveur, il a eu des responsabilités agricoles et depuis qu'il est sénateur, il a pris cette dimension particulière et vous avez ici, et ça rassemble très très largement au-delà de tous les clivages politiques. Soit on a les mêmes outils que nos collègues tout au moins européens, soit on crève. Moi aujourd'hui je me considère comme un rhinocéros blanc en voie de disparition. Je vous annonce le verger de cerisier, c'est un dinosaure dans 2 ans. Il n'y en aura plus un seul dans l'année. Ça rappelle ce que je disais sur les fruits. 7 fruits sur 10 sont aujourd'hui importés. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même réglementation en Espagne. Par exemple, leur premier concurrent. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de disparaître. Et pourquoi vous avez décidé de venir ici? Parce qu'il est courageux. Parce que c'est ma place. C'est ma place d'être à l'écoute des gens. Je vais chaque semaine sur le territoire, mais aujourd'hui, je sens une profession qui est très... qu'on a ras-le-bol, qui est angoissée. Et comme j'habite au milieu d'eux, pardonnez-moi, pour ceux qui me connaissent, entre Rambouillet et Orsemont, ils savent bien que j'habite au milieu d'eux. Et comment vous allez les aider au Sénat? Nous avons la proposition de loi Duplon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Redire qu'on s'inscrit dans un mouvement qui est maintenant un mouvement d'ampleur au niveau national et que ce mouvement-là, il est probablement pas né il y a quelques jours, il y a quelques mois, mais c'est un mouvement de fond qui fait qu'en fait aujourd'hui c'est la France entière, la France agricole qui finalement s'exprime et exprime son malaise pour 3 raisons principales. C'est finalement un problème de dignité, un problème de sens dans notre métier. Quel est le sens de notre métier? Qu'est-ce qu'on nous demande véritablement de faire aujourd'hui? C'est-à-dire quand c'est un peu la question des injonctions contradictoires. On nous demande à nous de mettre 4% de nos surfaces en non-production et on importe chaque jour dans ce pays un peu plus de notre alimentation. Et cette alimentation-là ne respecte en rien les standards ou les normes qu'on nous impose à nous.
Donc en fait, quand on est un paysan à peu près normalement constitué, eh bien on ne comprend pas bien ce qui se passe dans ce pays. Et ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est d'abord ça. Un problème de sens, un problème de foi dans le métier, un problème de... Voilà, nous, on a choisi, pour la plupart d'entre nous, d'être éleveurs. On a choisi d'être producteurs céréaliers ou autres. Et en fait, on est là avant tout pour nourrir ce pays. Et il y a une forme de défiance qui s'est installée à partir du moment où l'État nous a demandé finalement de mettre en place un certain nombre de normes. Je pense à la question des ZNT qui a instauré finalement une distance encore un peu plus importante entre ce qu'on fait au quotidien et nos concitoyens et les gens qu'on côtoie tous les jours. Ça, c'est la première notion de malaise qui s'exprime partout sur le territoire, c'est finalement l'incompréhension. La deuxième chose, c'est la question du revenu, c'est la question de la compétitivité, c'est la question de l'économie, de l'entrepreneuriat. Bon, il y a beaucoup à dire, hein. Effectivement, on le rappelait à l'instant avec le président Larcher, quand on ne met pas finalement, ou on met les mêmes normes sur un élevage de poules qui en compte 12 000 en France et qui en compte 500 000 en Ukraine, on voit bien qu'il y a un problème, il n'y a pas la même taille d'exploitation pour faire face aux contraintes administratives qu'on pose sur l'exploitation. On voit bien qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne et qu'en fait l'économie de nos entreprises en souffre, d'autant qu'on a un certain nombre de dispositions, notamment par rapport au coût de la main-d'œuvre en France, qui viennent déjà pénaliser nos entreprises grandement. Je ne vais pas développer, puis je ne veux pas monopoliser la parole pour que tout le monde puisse s'exprimer ici. Le troisième point, c'est finalement la question des normes. Les normes, c'est finalement la question de la surtransposition franco-française. L'Europe, finalement, nous donne une ligne et systématiquement la France veut laver plus blanc que blanc et en remet une couche sur à peu près tous les sujets. Les ZNT, le CSP... Je ne veux même pas toutes les énumérer parce qu'en fait c'est interminable. Donc en fait c'est cette volonté finalement au niveau français d'en rajouter une couche systématique sur ce que le niveau européen décide. Exemple, vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais en fait on a ce sujet des zones humides qui nous tombent dessus. Les zones humides, l'Europe dit qu'il faut protéger les tourbières et les sols riches en carbone. Très bien, donc on a un certain nombre d'États membres qui disent bon bah voilà on va faire ci, on va faire ça, je vais vite. Nous, en France, on fait passer un satellite qui va finalement cartographier toute la France et qui va modéliser partout où on a trouvé un peu d'argile. Et généralement, quand on est un peu agronome, on sait que là où il y a un peu d'argile, il y a peut-être un peu d'eau. Et donc, on cartographie la France et on se ressort avec une carte qui, aujourd'hui, est sur la table, descendue dans les Dréales, où on a 29% de notre territoire, de la SAU française, 29% qui est déclaré en zone humide, où on va finalement mettre encore des normes supplémentaires d'interdiction de fertilisation, de non-réparation des drainages, d'interdiction de drainer, etc. Donc en fait, on est en train de zoner toute la France. On connaissait la directive nitrate, on connaissait, enfin voilà, on zone, la question des zones de captage d'eau, etc. Bon, en fait, tout ça est devenu insupportable, et en fait, tout ça porte des coûts à la production. Et en fait, aujourd'hui, bien en fait, on s'interroge, et c'est tout l'esprit du mouvement qui est porté aujourd'hui très fort en France. Quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, on pourrait en parler pendant 8 jours. Ce soir, enfin, le gouvernement se décide à réfléchir au malaise paysan. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a encore pris exactement le pouls de ce qui est en train de se passer en France. Je ne suis pas certain qu'on ait fait l'analyse politique de ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc en fait, on va écouter avec attention les annonces de Gabriel Attal ce soir à 16h30 ou 17h. En fait, il ne faut pas s'attendre au grand soir. On sait déjà que de toute façon, ils ne comprennent rien à rien. Donc en fait, ça va être extrêmement difficile je ne sais même pas s'ils sont capables de s'adresser clairement à un monde agricole aujourd'hui qui est en détresse. Bon, mais on en est à ce niveau-là. Donc il faut rester la tête froide, on va écouter, mais probablement que ça ne sera pas suffisant. Néanmoins, vous êtes très nombreux aujourd'hui, de l'Eure-et-Loire, du Loiret, des départements d'Île-de-France d'une manière générale, et peut-être d'autre part. Ce qui a été organisé aujourd'hui en Île-de-France, c'est d'annoncer le blocus de Paris. On est un peu loin encore de Paris. Mais le blocus de Paris, symboliquement, il fallait l'annoncer
pour prendre finalement le gouvernement et un certain nombre de personnes qui auraient voulu l'annoncer avant nous. Il fallait, en matière de communication, le lancer. Mais on ne va pas aller dans Paris aujourd'hui. Ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est 14h, minuit. Vous discuterez ensemble, moi je ne serai plus là. Mais en tout cas, la responsabilité qui est la mienne, c'est du 14h, minuit. Après, si vous me dites tous ici, là, que vous êtes prêts à rester, mais tous, hein, vous y restez. Et on le fera dans l'ordre républicain des choses. Mais néanmoins, le mot d'ordre pour lequel on s'est engagé aujourd'hui, c'est du 14h, minuit. C'est un premier coup de semonce. C'est une première démonstration. Et on sera attentif au mot d'ordre national donné par Arnaud Rousseau, notre président. On a Éric Thirouin aussi, trésorier de la FNSEA qui est là, qui va prendre la parole tout de suite. Mais on sera attentif à ce qui va être dit et on verra de quelle manière on crante. Mais je vous demande de garder votre esprit, gardons notre esprit de responsabilité et qu'en fait, voilà, moi je porte une responsabilité et ne me faites pas couper en rondelles. Voilà, moi j'ai assez parlé, je pense qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer aussi. Peut-être on va finir par le côté francilien. Nous avons déposé, il y a 3 jours, une proposition de loi par un sénateur qui s'appelle Laurent Duplon, qui est un des meilleurs connaisseurs de ces sujets, et il y a tout. Donc le gouvernement, j'attends qu'il fasse des annonces qui ne soient pas simplement le GNR, qui soit, j'allais dire, une perspective pour renouer ce pacte de confiance avec l'agriculture. Et nous aurons un dialogue avec le gouvernement. Fort heureusement, le gouvernement a retiré sa loi d'orientation agricole, qui n'était qu'une loi de transmission de structure. C'est, me semble-t-il, dans ce travail de dialogue, nous sommes en tous les cas, me semble-t-il, dans l'obligation de répondre à cet appel de détresse du monde agricole. Et il ne faut pas que le mouvement se durcisse. Écoutez, il y a des responsables, et je sais qui sont responsables. Bonjour, ça va? Voilà le meilleur. Il vient de s'installer et il travaille aussi dans la diversification autour de circuits courts. Exactement. Et bien si vous leur mettez pas, j'allais dire, les moyens de ce pacte de confiance, eh bien la réalité c'est que il a 24 ans, Hilaire. Ben voilà. C'est typiquement la réalité vivante. Ça vous fait plaisir de voir M. Larcher ici sur place? Gérard Larcher qui était. Qu'il faut transmettre aujourd'hui au gouvernement. On peut l'applaudir. Bertrand Petit, donc le président de l'Eure-et-Loire. Bonjour à tous, je fais un petit message pour les Euréliens. Nous manifestons dimanche encore, donc vous voyez ce que l'on attend cet après-midi. Hein, donc vous allez avoir tout ça, mais on manifeste donc dimanche prochain. Un exemple, on nous a supprimé les néonicotinoïdes sur céréales, oui. noisiers, betteraves, oui. et aujourd'hui on nous dit les IFT augmentent. C'est obligé, vous êtes obligé de passer avec le pulvé. Donc ça ne peut plus aller. Donc moi je redemande, et j'ai fait remonter au régional, au national, la réintroduction de la dérogation néonicotinoïde. Et quand je le dis, je suis responsable. C'est pour tous les citoyens que je demande ça. C'est pas normal qu'on n'ait plus de sucre, qu'on n'ait plus de noisettes, qu'on va aller chercher en Turquie. Je vous dis pas les normes turques. Enfin voilà, il y a les céréales, c'est pareil. Vous n'avez pas pu semer à l'automne. Pourquoi? Parce qu'on vous avez plus vous avez plus de produits sur vos semences. C'est pas normal. Et aujourd'hui, vous allez faire quoi? Des cultures de printemps parce que vous n'avez pas pu semer votre blé? Ça devient infernal. Donc voilà, il y a des mesures comme ça, ça ne peut plus durer tant qu'il n'y a pas d'interdiction sans solution. Bien, on va laisser la parole à un représentant des jeunes agriculteurs. Je ne sais pas lequel veut prendre la parole. Vous avez encore 5 minutes. Merci. Moi je vais être court, bref. Merci à vous tous aujourd'hui de se déplacer pour l'agriculture française, l'agriculture aujourd'hui que nous défendons
J'ai vu tout à l'heure l'Eure-et-Loir qui m'a présenté des futurs installés, des jeunes qui aujourd'hui se mobilisent pour l'agriculture de demain. Une agriculture aussi d'élevage aussi en Eure-et-Loir, dans le Loiret, il y a encore aujourd'hui des éleveurs, et ces éleveurs-là, on veut les conserver. Aujourd'hui, on demande avec Jeunes Agriculteurs à la FNSEA les pleines applications de l'EGA, des remboursements sur les tuberculoses, les maladies, les MHE défiscalisés, et puis bien sûr toutes les autres solutions ensuite qui peuvent intervenir sur les fermes pour nos agriculteurs d'aujourd'hui et de demain. Je vais en profiter, Monsieur Larcher, que vous soyez là. J'ai été aussi auditionné cette semaine sur une future PPL, Madame Bonnefoy, qui nous présente une PPL sur la santé des sols. Je vous le dis tout de suite, chez Jeunes Agriculteurs, nous n'en voulons pas. Je vais expliquer qu'est-ce que la santé des sols. Une PPL encore, d'écriture encore et encore, parce qu'on veut nous dicter l'agriculture de demain, alors que vous, seul agriculteur, êtes capable d'écrire l'agriculture et le futur sur la vision à long terme de l'agriculture, pour vous et vos enfants. On nous demande encore une PPL supplémentaire sur l'évaluation de nos terres. Si demain, avec une analyse de sol, 10 ans plus tard, vos sols se sont dégradés parce que vous avez fait le choix de partir en agriculture biologique et de labourer, et que vous avez perdu 0,5 de matière organique, il faudra rendre des comptes encore, et quels, comment, avec des amendes bien sûr. Aujourd'hui, Jeunes Agriculteurs ne veut plus travailler avec ces mesures d'urgence. Laissez-nous travailler, nous, jeunes agriculteurs, sur des solutions d'avenir. Mettons-nous, nous, autour d'une table, avec vous, l'État, avec le gouvernement actuel, sur des solutions pour demain. Bravo. Bien. Je vous propose, vous savez que notre mouvement qui s'est engagé maintenant il y a plusieurs jours, je vais demander à tout le monde d'observer une minute de silence en pensant à Alexandra, à sa fille et à cette famille, à notre collègue dont la vie est brisée et que l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas observé. Eh bien nous ici, nous allons le faire. Je vous remercie. Bien. Vous voulez monter ? Montez à cheval sur les deux. À cheval sur les deux. Attention, les bancs se lèvent. Asseyez-vous. Bien, quelques mots. Quelques mots en saluant le secrétaire général des chambres d'agriculture et tous les responsables agricoles autour du président Greffin des 4 départements qui sont ici présents, et le président Thirouin qui a des responsabilités nationales majeures dans un secteur majeur de ce qui nous reste de compétitivité agricole. Je voudrais saluer les représentants du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Essonne et des Yvelines. Vous dire que le sens de ma présence, c'est parce que depuis longtemps, au Sénat, mais aussi moi-même ici, nous sentons cette montée, j'allais dire, de la lassitude, du découragement, et en même temps nous sentons monter la perte de compétitivité de la ferme France. Alors pour qu'on soit concret, puisqu'il y a une crise, que cette crise vous rassemble, elle doit aussi nous rassembler et attirer l'attention des Françaises et des Français. Parce que quand on se bat pour la compétitivité de la ferme France, on se bat aussi pour que on ne soit plus devant la réalité de 55% de la consommation des poulets qui sont importés dans des conditions qui ne sont pas contrôlées de la même nature. On a aussi la réalité de se dire, moi qui suis originaire de Normandie, que dans 3 ans, eh bien, on sera importateur de lait, ce qui aurait été impensable dans quelques années. Il faut donc que nous donnons au monde agricole un nouveau pacte de confiance. Et moi j'appelle le Premier ministre, l'exécutif, à conduire ce pacte de confiance. Et pour cela, le Sénat
a déposé depuis un certain nombre de temps, a voté une proposition de loi sur la compétitivité agricole de la Ferme France. Elle était partagée par la plupart des groupes politiques, à part les écologistes, mais bon, ça fait partie du programme. Mais je dois le dire, je vais vous lire celle que nous avons déposée il y a 3 jours, sous la signature d'un des vôtres, Laurent Duplon. Le mouvement de protestation des agriculteurs, qui s'est traduit par un retournement des panneaux de signalisation, puis par des blocages de routes, d'abord dans le sud-ouest, et désormais dans toute la France, est l'expression d'un ras-le-bol d'agriculteurs français accablés par une inflation normative, une pression fiscale et une surcharge administrative sans équivalent dans le monde, y compris chez nos voisins européens. Cette situation est d'autant plus difficilement supportable pour les 400 000 agriculteurs de notre pays qu'elle vient s'ajouter à la faiblesse endémique de leurs revenus. Tant que les agriculteurs auront dans leur grande majorité perdu le droit de vivre de leur métier et d'en tirer un revenu digne sans y sacrifier leur vie, il n'y aura pas de renouvellement des générations possible, et ce en dépit de toutes les mesures techniques que pourrait prendre le gouvernement pour faciliter les installations. Voilà le préambule de la proposition de loi. Je crois que tout est dit dans ce début du préambule. C'est autour de ça que nous allons nous mobiliser. Et naturellement, je le dis comme président du Sénat, nous avons la volonté de dialoguer avec l'Assemblée nationale, de dialoguer avec l'exécutif, mais les mesures qui doivent être annoncées doivent construire ce nouveau pacte de confiance. Si ce n'est que quelques mesures, y compris, pardonnez-moi, sur de la fiscalité qui porte sur du gazole non routier, ça ne suffira pas à retrouver la confiance. Alors, bon courage, soyez responsables. Ma responsabilité est aussi de le dire, soyez responsables, le pays vous regarde. Je crois que c'est l'occasion, à un moment où parfois nous avons lu chez certains beaucoup d'articles, beaucoup d'émissions qui, quelque part, mettaient en cause les agriculteurs, c'est l'occasion aussi que vous renouiez un pacte de confiance avec le pays. Le pays a besoin de vous, et vous avez aussi besoin, me semble-t-il, de la confiance des citoyens. Bon courage. Merci, Président. Merci de... Merci de... Monsieur le Président, à bientôt. Merci. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent entre temps. Allez-y. Merci pour votre discours. Allez, au revoir. On est parti. Bon, dites-moi, ok. dites-moi. Je vous raccompagne. Par contre, vous allez vraiment utiliser ça. Vous avez mon portable? Non, non. Oui. Moi j'étais... Bien sûr, bien sûr. Avec les préfets, on y arrive. C'est ce qu'on veut. Les préfets, on y arrive. C'est ça que je voulais vous lire le préambule. Tout est dit, hein. Mais maintenant, il faut arriver à dealer avec l'exécutif. Oui, oui. Oui, oui. Mais bon. C'est ce que je dis, hein. Vous pensez que les annonces vont être à la hauteur on va pouvoir dire à nos agriculteurs qu'il y aura du concret? Je pense que Fesneau pousse pour que les annonces soient à la hauteur. Je pense qu'il pousse. Le vrai problème, c'est qu'il a... Il est temps qu'il pousse, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il n'est jamais arbitré positivement. Non, c'est ça, c'est ça. Pourtant, il est remonté dans la... Il prenait ses arbitrages. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les Normandies, je l'ai eu au téléphone ce matin, ils m'ont rappelé d'urgence. Non. Pour conseiller. Oui, mais c'est parce que les Fesneau, ils n'ont jamais suivi ces arbitrages. Oui, c'est ça. Pourtant, il est convaincu de notre sujet. Vraiment, il est convaincu. Ah, j'en suis sûr. Mais vraiment. Mais ici, ça va pas arriver. Allez, attention à vous. C'est ce qu'on dit chez le taureau, hein, pour en avoir. On va pas mettre le président du Sénat à genoux. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Monsieur le Président, qu'avez-vous appris de ce contact avec les agriculteurs en colère? Si vous retenez quelque chose de primordial aujourd'hui. Que leur colère est une colère profonde, que c'est celle que nous avions, Elle est légitime parce que depuis trop longtemps, on n'entend pas
ce qu'ils nous disent face à la complexité, face aux demandes schizophréniques. Vous êtes un jeune agriculteur, ce qu'on vous demande aujourd'hui est extrêmement difficile et parfois décourageant. Voilà. Merci beaucoup. Non, non, non. À bientôt. On ne va pas paralyser les Parisiens comme ça trop longtemps. C'est pas possible. En fait, le mouvement, 87% de Français, ils sont favorables. Ça sert à rien de vous y... dans mon propos. Oui, on l'a compris. Mais on a compris. Responsabilité. Non, mais il n'y a pas de problème. Là, en fait, je vous connais, donc je n'ai pas de... Hein. Ok. Allez, au revoir. À bientôt, à bientôt. Avez-vous été rassuré de la présence du président Larcher? Bah en fait, non mais nous on a de la chance. Le président de Larcher, il est à portée d'engueulade. Oui, on l'a tous les jours quand on veut parce qu'il est de chez nous. Donc en fait forcément, et c'est quelqu'un qui est engagé sur les sujets agricoles et qui ne mâche pas ses mots. Il est connu pour ça et il aime l'agriculture. Après, effectivement, on a quand même des dispositions qui sont prises aujourd'hui en France, au Sénat, à l'Assemblée, qui sont complètement déconnectées aussi des réalités. Donc vraiment, je pense que le signe qu'il envoie là est bon. C'est un pragmatique, c'est un peu un paysan. Hein. Et néanmoins, il faut que ça se traduise en actes. Et quand il nous dit « j'espère que ce soir, Attal va être suffisamment précis », c'est que lui-même, il en doute peut-être un peu encore. Et quelle serait la suite des événements ? Chaque heure suffit sa peine. Aujourd'hui, en fait, vous avez compris qu'on a mené un coup de semonce. L'idée, c'est qu'en fait, on attende la tête froide, les annonces de Gabriel Attal, qui est quand même notre Premier ministre, et d'espérer que le malaise paysan a été compris et qu'on puisse finalement apporter des réponses concrètes aux agriculteurs qui soient compréhensibles, accessibles et comprises. Et que ce ne soit pas trop techno, parce qu'à un moment donné, il faut de la simplicité et que tout le monde se dise que quelque chose a changé. Allez, on arrête. En fait, on n'a pas choisi ce péage, on a choisi finalement de mettre un coup de pression sur le gouvernement dans le cadre de la mobilisation nationale depuis plusieurs jours maintenant. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, on va mettre un coup de pression sur Paris. Et nous, notre territoire en tant qu'agriculteurs franciliens, eh bien, c'est la 6, c'est la 10, à la hauteur de nos parcelles, de nos champs et de nos fermes. C'est la 1, c'est la 16, c'est la 13 du côté de Mende. Donc en fait, l'idée, c'est un premier avertissement, j'ai envie de vous dire, en disant, ça suffit. Ça fait quand même plusieurs jours maintenant qu'on attend que le gouvernement s'exprime sur le malaise paysan. Rien ne se passe, rien ne se passe. Aucun signe, pas d'image. Donc en fait, il faut à un moment donné accélérer les choses parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce mouvement vienne s'amplifier et que nous-mêmes, les syndicalistes, nous n'arrivions plus à le maîtriser. Donc en fait, il y a une forme d'urgence à lancer une alerte, à lancer finalement un cri de désespoir pour que finalement les choses puissent prendre forme. Et on attend beaucoup des annonces de Gabriel Attal ce soir. Comment avez-vous trouvé les propos de Bruno Le Maire, si vous avez entendu? Je n'ai pas entendu les propos de Bruno Le Maire. Qu'il fallait respecter la loi Egalim. Non mais c'est ce fiche des agriculteurs. Cette loi Egalim, c'est la FNSEA et les GIA qui l'ont portée, elle a été votée. En fait, le gouvernement, depuis des mois, des années, ne la fait pas respecter. Donc en fait, venir dire ça aujourd'hui, en fait, le monde agricole, aujourd'hui, en a marre des petites phrases. Et des photos au moment du salon en février chaque année, devant la vache, chaque année. En fait, on en a marre. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les injonctions contradictoires permanentes. Le discours du président peut nous aller, mais son administration fait tout le contraire. Donc en fait, si vous voulez, ce mouvement de fond, c'est qu'il y a une perte complète de sens. Et il y a aussi, on ne croit plus en la parole publique. C'est-à-dire qu'on a décrédibilisé au fur et à mesure des interventions des uns des autres. Et si vous me dites que Bruno Le Maire a redit ça là, mais de qui se moque-t-on? C'est-à-dire à un moment donné, on ne fait que demander, en tant que vice-président de la FNSEA, on ne fait que demander depuis des mois et des mois qu'on applique juste le cadre de la loi. Et vous avez bon espoir que ça change là? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont En fait, ce qu'il faut réussir à faire passer à la tête des agriculteurs, c'est qu'il y a eu un changement de logiciel. C'est-à-dire en disant, oui, en fait, on sait bien que ça ne va pas être le grand soir. Mais est-ce que le gouvernement va réussir à imprimer, à nous faire comprendre, à nous envoyer des signes suffisamment clairs et précis sur un certain nombre de mesures d'urgence tout de suite, qui vont apparaître auprès des agriculteurs, et non pas uniquement auprès des décideurs syndicaux, des leaders syndicaux, comme oui, il s'est passé quelque chose, il y a eu un changement, il y a eu un déclic, on comprend les problématiques rurales et agricoles.
c'est tout l'enjeu de ce soir. Après, on comprend bien que les mesures qui doivent s'inscrire finalement dans une loi, puisque le ministre Fesneau a décalé son projet de loi, on sait bien que ça prend du temps. Quand il faut obtenir un certain nombre de mesures européennes, on sait bien que ça prend du temps. Donc il y a plusieurs temps. Le temps de ce soir, c'est est-ce que ce gouvernement est encore capable de comprendre ce qui se passe en France? Est-ce qu'il est capable d'envoyer 3-4 mesures qui vont faire comprendre aux agriculteurs que oui, il y a eu un changement? Les 3-4 mesures, elles sont simples. C'est ce qui a mis le feu à notre mouvement, c'est le GNR. Donc il faut revenir sur la fiscalité sur le GNR. Un agriculteur aujourd'hui n'a pas le choix, n'a pas d'autre choix que d'utiliser du GNR, donc du gasoil non routier, pour mettre dans son tracteur. On lui demande de produire, de nourrir et de produire de l'alimentation. Il n'a pas d'autre choix que de faire ça. Le tracteur électrique n'existe pas. Le tracteur à l'hydrogène, il n'y a pas d'autre solution. Et on lui dit, on va le taxer. Donc en fait, pour lui, c'est une taxe supplémentaire dans la difficulté dans laquelle il est déjà. Première chose. La deuxième chose, c'est les normes. En fait, on en a parlé, il y a beaucoup de normes qui s'empilent les unes sur les autres et qui se traduisent par des coûts, par des semi-administratifs, par des... Voilà, enfin, on sort d'une période climatique très compliquée. On dit à l'agriculteur, mais vous n'avez pas finalement pensé, il y a 3 mois, à faire une culture intermédiaire, piège à nitrate, avant votre semis de blé, parce que le semis de blé n'a pas pu avoir lieu. Enfin, en fait, on est complètement déconnecté de ce qu'est l'agriculture au quotidien, c'est-à-dire l'agronomie, le climat. En fait, un agriculteur, il fait ce qu'il peut, il rentre dans ses champs quand il peut, il récolte quand il peut. Et en fait, parfois, vous avez un programme d'une semaine, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et vous allez travailler samedi, dimanche pour rattraper ce que vous n'avez pas fait pendant la semaine. En fait, on décide dans un bureau à Paris de normes, de dates qui sont matériellement impossibles à mettre en œuvre sur le terrain. Donc ça, c'est la question des normes. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont le rapport avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Le président Larcher en a parlé. Il faut absolument supprimer le lien qui existe entre le ministère de l'Environnement et ces cow-boys qui sont armés et qui débarquent dans nos fermes. En fait, si vous voulez, un préfet de département a la main sur sa gendarmerie, a la main sur sa police, il n'a pas la main sur la police de l'environnement qui vient contrôler les agriculteurs tous les jours et qui font les gros bras. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est très grave parce qu'en fait, on a aussi des comportements d'agriculteurs derrière qui sont déstabilisés et qui mènent à des suicides. C'est arrivé dans l'Oise il y a moins d'1 an. Donc en fait, vous voyez, c'est tout ça. Est-ce que sur le stockage d'eau, dernier point, sur le stockage d'eau, en fait, il y a une difficulté par rapport au stockage d'eau en France, parce qu'on n'arrive pas à faire comprendre qu'il faut stocker de l'eau pour pouvoir... vous mangez une salade, vous mangez une fraise, c'est 80% d'eau. Ouais. Pour faire des plantes, il faut de l'eau. Alors soit on dit il faut produire et on stocke de l'eau parce que l'eau elle est plus répartie de la même manière avec le changement climatique et il n'y a rien de mal de stocker de l'eau quand elle passe et quand elle tombe pour la réutiliser plus tard. Mais vous avez vu tous les débats que ça cause en France. Donc en fait, il faut déclarer ces réserves-là d'utilité publique. Si ce soir Gabriel Attal dit je déclare d'utilité publique ces réserves d'eau, les agriculteurs vont se dire tiens, il y a eu un changement de logiciel. En fait, voilà, les choses vont redevenir possibles. Voilà, mais moi je ne suis pas ministre, je ne suis pas au gouvernement. Par contre, il serait bien inspiré de prendre des gens comme nous pour essayer de comprendre un petit peu nos problématiques.